Donc ici, il y a juste un questionnement. Pourquoi les animaux de grande taille ne sont pas homothétiques? Et on pourrait se poser donc une question subsidiaire en se posant la question, pourquoi les hommes ne sont pas de grande taille? C'est-à-dire, quand je parle de grande taille, de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Non, on retrouve des hommes jusque le maximum, et encore ce sont des maladies spécifiques, hein, d'acromégalisme. L'acromégalie, c'est une maladie spécifique dégénérative hein, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'hypophyse. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec un homme de taille normale. Donc, pourquoi peut-on aboutir à des tailles jusqu'à un maximum 2,70 m, et on approche les 2,80 m, 2,80 m, 2,80 m sans jamais atteindre 3 mètres. Voilà. Donc, mais 3 mètres déjà est une taille très très grande. Hein, très très grande. Bon, autant dire que 10 mètres, bon, c'est 7 mètres en plus que 3. 20 mètres, c'est 17 mètres en plus que 3. 30 mètres. Quoique, il fut un temps, je veux dire, les atmosphères terrestres n'étaient pas celles de maintenant, et on avait toute un type de chimie bien spécifique qui a donné des animaux de très grande taille qu'on appelle les dinosaures. Bon, mais ça, c'est très éloigné par rapport à maintenant. Les seules grandes tailles que l'on connaisse au niveau des êtres humains, ce sont des personnes malades et atteintes d'acromégalie. Et à côté de ça, bien sûr, vous avez les personnes qu'on rencontre dans des clubs sportifs où il y a l'extension du corps, tel que, je veux dire, on retrouve dans le handball, le volleyball, le volleyball, le handball et comment est-ce qu'on appelle ça, le basketball. Voilà, donc c'est tout des tailles, la natation et d'autres métiers où il y a extension du corps, donc fatalement qui ramènent à des grandes tailles. Mais attention qu'il y a déjà des gens qui ont des grandes tailles qui se disent qu'ils sont bons à faire du basket ou du handball ou du volley ou de la natation. Parce qu'en fait, étant grand, si je prends un gars qui fait de la natation, s'il travaille sa souplesse, et s'il est grand par rapport à un petit, ben, il suffit, hein, comment est-ce qu'on appelle ça, d'une petite extension pour que il dépasse fameusement une petite taille. Donc, il peut ce sont les personnes de grande taille qui gagnent assez souvent, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, en natation. Et pour les paniers de basket, c'est toujours bon d'être grand pour savoir mettre facilement un panier. Idem pour le volleyball, hein, pour intercepter, je veux dire, euh, des balles au niveau du filet. Et au niveau du handball, tout est bon. La taille est toujours bonne. Et parfois au niveau des courses, hein, comme on a le coureur, je ne sais plus comment il s'appelle, jamaïcain, hein, qui lui, avec une extension de pied, peut aller beaucoup plus loin qu'une personne de petite taille quand elle court. Hein. Donc elle va faire 2 extensions, 3 extensions de pied, elle est déjà là, alors que la petite personne de petite taille, avec 3 extensions de pied, elle est là. Voilà. Et comme elle est rapide, hein, elle peut jouer sur ses extensions de pied. Donc l'extension, pour les personnes de grande taille en sport, peut, je veux dire, d'où le sport n'est pas, je veux dire, juste équitable, on va dire équitable, parce qu'il y a des personnes de petite taille qui courent avec des personnes de grande taille. Par contre, en boxe, il y a des catégories quand même. Hein. Là, on a rendu les choses plus équitables au niveau du poids. Hein, et là, une personne de petite taille avec un petit poids ne va pas combattre avec un super lourd. En gros, voilà, ils ont fait des catégories au niveau des sports de combat, mais pas au niveau d'autres sports tels que les sports avec des balles ou des sports d'athlétisme. Bon, alors, pourquoi les animaux de grande taille ne sont pas homothétiques? Et ma question subsidiaire, c'est pourquoi les hommes n'ont pas, hein, on ne retrouve pas des hommes de 10 mètres hein, dans l'environnement. Bon, il faut savoir, comme on a expliqué, hein, donc les animaux, ce sont des êtres vivants, hein, tout comme le sont les êtres humains, les insectes, les protozoaires, les végétaux, et bon, beaucoup de choses vivent. Hein, mais qu'est-ce qu'on entend par le monde du vivant? J'en ai assez parlé longuement une fois. Le monde du vivant, bon, c'est tout ce qui peut, je veux dire, croître, déféquer, se nourrir, répondre à des stimuli,
Euh, bien sûr, mourir, naître, s'il y a naître, il y a mourir, grandir, se nourrir, répondre à des stimuli. euh, euh, enfin, il y a pas mal de verbes d'action comme ceci. Procréer, etc. Euh, voilà, ça c'est une définition, on va dire, de l'être humain, et qui il répond à des verbes d'action bien spécifiques. Grandir, naître, grandir, se nourrir, déféquer, hein, déféquer, répondre à des stimuli, procréer. euh, voilà, voilà, j'en oublie peut-être encore, hein, voilà. Mais en fait, voilà, ça c'est qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? C'est ça un être vivant. Ben, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait tout ça? Ben, ce sont euh, les êtres vivants tels que les animaux, les êtres humains, les végétaux, voilà, tout ce qui est insectes, etc., etc. Mais maintenant, pour moi, tout vit, hein, tout vit, même les roches vivent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la même définition du vivant, hein, que les êtres humains ont donné. Le vivant, pour moi, c'est tout ce qui se nourrit d'énergie. Et qu'est-ce qui se nourrit d'énergie? C'est toutes les matières, que ce soit euh, dans les définitions humaines, que ce soit du vivant ou du non-vivant. Pour moi, tout vit. Par exemple, une planète, elle vit. Bon, on n'a pas les planètes dans l'espace. Pourtant, on a plus de planètes que d'êtres vivants sur Terre. Il y a plus de planètes que d'êtres vivants sur Terre. Donc, les planètes vivent, mais elles ne vivent pas à la façon d'un être humain. Elles ne voient pas, elles n'ont pas cinq sens, hein, elles n'ont pas les cinq sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter, enfin j'en oublie encore un, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goûter, mais voilà, les planètes n'ont pas ces sens-là, qu'ont certains êtres vivants, comme par exemple les animaux, etc., etc., et les êtres humains, et les insectes, etc., etc. Alors, on va répondre à notre question. Pourquoi les animaux de grande taille ne sont pas homothétiques? Qu'est-ce que ça veut dire homothétique? Mais homothétique, on entend par homothétique. Une homothétie, en fait, c'est une transformation, je veux dire, dans le plan, hein, dans le plan, ou qui peut être spatiale, hein, c'est une transformation dans le plan ou dans l'espace, où on a un vecteur qui est le point M est transformé en un point M' à partir d'une origine, bien sûr, O. Hein, le point M devient le point M'. Et ici, on a le vecteur OM. Si je fais K fois OM, eh bien on a le vecteur OM'. Voilà. C'est une transformation du plan de l'espace tel qu'on a OM', une transformation vectorielle, hein, dictée par une transformation vectorielle, où K est un scalaire. Si K est positif, hein, eh bien, M et M' sont du même côté, de l'autre côté de O, du même côté par rapport à O. Voilà. Mais si K est négatif, ben, on aura un point M de part et d'autre de O. M et M' par et d'autre. Donc, si on a, ici on a O. Hein, ici on aurait M et M' ou M, O, M'. Voilà. Ils sont de part et d'autre. Ici, c'est un cas négatif. Voilà. Donc, c'est ça. Une transformation d'homothétie. Elle conserve, on va dire, les angles, le parallélisme. Elle conserve les longueurs. Les longueurs. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si K est plus grand que 1, si K est plus grand, par exemple, si je prends 3 points, O, je mets un triangle A, B, C. Si K est plus grand que 1, ben, si je mets K égale 2, ben, j'aurai donc OB, OB' vaudra 2 fois OB. Donc là j'ai une fois OB, donc 2 fois OB sera là. OA' vaudra 2 fois OA. Donc A il est là, 2 fois OA, on sera là-bas. Et donc on comprendra tout de suite qu'on aura un triangle qui sera 2 fois plus grand. Je veux dire A', B', C'. Si K est positif, il sera 2 fois plus grand. Si K est plus grand que, en valeur absolue plus grand que 1, on aura un triangle 2 fois plus grand. Si le K est plus petit que 1,
on aura un triangle beaucoup plus petit que le triangle original de base, que le triangle de départ. Donc, si k est plus grand que 1, strictement plus grand que 1 en valeur absolue, ben, on aura un triangle plus grand que celui-là. Si k est plus petit que 1 en valeur absolue, ben, on aura un triangle plus petit. Voilà. Si maintenant, si k égale 1, ben, on a, on va dire, une isométrie. Donc, on aura deux triangles identiques. Voilà. Donc, et on va dire par là que une figure est homothétique ben, si il y a conservation des angles, hein, conservation des longueurs et conservation, comment est-ce qu'on appelle ça, des longueurs, des angles et conserve le parallélisme. Donc voilà, une homothétie conserve tout ça. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'un petit bonhomme, ben, je peux le faire deux fois plus grand, de la même taille, hein, deux fois plus grand, pardon, deux fois plus grand, ou trois fois plus grand, ou quatre fois plus grand, ou si je peux le réduire, mais tout est conservé au niveau des os, au niveau des tissus, etc. etc. Tout est conservé. Au niveau des longueurs des jambes, au niveau des longueurs du fémur, hein, au niveau des longueurs du... Si c'est deux fois le col du fémur du premier, ben, on aura deux fois un fémur qui fait deux fois celui-là. Pour le tibia, s'il fait deux fois le tibia, ben, on aura lui une taille de deux fois le tibia du personnage 1 par rapport au personnage 2. Le 1 aura le tibia deux fois. Le péroné deux fois plus grand. Son ventre deux fois plus grand. Sa tête deux fois plus grand, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des personnages homothétiques, puisqu'ils, je dis, ils sont proportionnels, on va dire proportionnels, on va dire ça comme ça. Ils sont proportionnels, proportionnellement purs. Voilà. Mais est-ce autant vrai dans un environnement spatial qui est la Terre? Bon, sur Terre, on a toutes les lois physiques et chimiques, bien sûr, et électriques. Voilà. On retrouve hein, dans les lois physiques les lois de Newton, hein, les forces de gravitation, les masses, on retrouve pas mal de paramètres scientifiques qui collent à notre environnement. Voilà. Et on retrouve des lois chimiques aussi, et des lois électriques, et d'autres lois en cours. Puisqu'en fait, ce qui se passe dans l'univers, c'est tous des échanges, on en avait parlé, matière-énergie. Ce sont des échanges matière-énergie. Bon, quand je dis énergie, je reprends aussi les ondes. Hein. Les ondes, voilà, tout ce qui est ondes, hein, je reprends. Voilà, donc c'est des transformations matière-énergie. Et les énergies, il y en a beaucoup. Énergie chimique, énergie électrique, énergie mécanique, énergie, hein, énergie lumineuse, énergie... il y a mille et une façons de voir. Les énergies sont multiples, elles se transforment d'un type vers un autre. L'énergie éolienne, l'énergie des marées, l'énergie magnétomotrice, l'énergie... Enfin, il y a beaucoup, l'énergie solaire, l'énergie... Voilà, beaucoup d'énergie. Voilà. L'énergie... voilà, il y a beaucoup d'énergie. Bon. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la Terre, par exemple, si je prends la Terre, eh bien, il y a plein de paramètres physico-chimiques et électriques, etc., etc., puisque en fait, on sait bien qu'il y a divers types d'énergie hein, qui rentrent en jeu et elles mettent au travail, hein, je veux dire, ces énergies-là de travail soit mécanique, soit de travail électrique, soit de travail physico-chimique, etc., etc. Bon. Donc, autant dire que si la Terre est animée, je veux dire, par des paramètres physico-chimiques, autant dire que ses habitants, hein, constitués de matière, hein, que ce soit les animaux, les végétaux ou les êtres humains, constitués de matière, sont aussi eux-mêmes constitués de matière et ont de l'échange énergétique avec leur milieu extérieur. Voilà. Donc, ce qui veut dire si les êtres humains, les animaux, hein, possèdent, je veux dire, des paramètres physiques, comme je viens de le voir, puisqu'ils sont dans un environnement physique bourré de paramètres physiques, donc fatalement, c'est qu'eux-mêmes aussi possèdent des paramètres physiques. Et leurs paramètres physiques, ben, il y en a beaucoup. Je peux prendre la masse
Les plus principales, c'est la masse de la personne, son poids dans un environnement où il y a une gravitation, ici sur Terre, son poids, sa masse, voilà. Et comme cette personne est dans un environnement temporel, hein, un espace-temps, donc on aura le temps et bien sûr des dimensions parce qu'il est dans un espace et en fait il prend part dans cet espace. Il prend part dans cet espace. Voilà, donc il mesure x mètres dans un espace qui est l'environnement terrestre. Une fois que il y a une fois qu'il est visible, qu'il prend visible ou invisible, que ce soit un gaz ou pas, hein, si on prend de la matière autre qu'un être humain ou des animaux, si je prends un gaz, mais le gaz occupe, je veux dire, un certain espace aussi, donc je veux dire, possède, je veux dire, on va dire, s'il est confiné. Non, les gaz c'est encore autre chose, hein, parce que bon, ils ont tendance à s'expanser, donc à partir, contrairement à un solide où lui, il a une taille X. Donc, la masse est une caractéristique propre au corps. Le poids, c'est une caractéristique propre au corps aussi, mais dans un champ de gravitation. Et on a aussi le temps qui fait partie de l'espace où se trouvent les animaux et les végétaux et les êtres humains. Donc il y a le temps, mais il y a aussi, comme j'ai dit, leur longueur. Alors pourquoi je parle de ça? Bon, parce que si je parle d'homothétie, qu'est-ce qui va se passer? L'homothétie, c'est pas par rapport au temps. C'est pas par rapport au temps. L'homothétie, c'est par rapport aux longueurs. Aux longueurs. Donc, l'homothétie par rapport aux longueurs, ce sera par rapport comment est-ce qu'on appelle ça, à la base L. À la base L, qui est la base, on l'a vu, la base prise pour les équations aux dimensions L. Bon, et elle a aussi une masse. Donc, elle aura comme une certaine, par rapport à une certaine base de la masse M. Elle sera dans un environnement temporel, donc on aura, je veux dire, LMT. Donc en fait, on aura le système dit MKS. Bon, je ne parle pas d'électricité ici, puisque si on a en électricité, on a aussi l'ampère. L'ampère, et donc là, on a le système d'unité internationale MKSA. Donc ici, si je me ramène aux équations aux dimensions, hein, voilà, une personne homothétique comme ceci, quels sont les paramètres qui vont intervenir? Sûrement pas. Est-ce que la masse va intervenir? Oui. Est-ce que la longueur va intervenir? Oui. Est-ce que le temps va intervenir? Ici, on n'a pas besoin du temps pour voir si une personne est homothétique ou pas, et pour voir s'il y a possibilité d'homothétie. Voilà. Donc ici, on va partir à partir euh, de L et de M, donc des équations aux dimensions de la longueur, et voilà. Donc ici, ma question était pourquoi les animaux de grande taille ne sont pas homothétiques, et ma question subsidiaire, pourquoi elle ne s'appliquait pas, je veux dire, aux hommes? Eh bien, la réponse c'est que, donc, comme je viens de parler, j'ai besoin de comment on appelle ça, deux grandeurs d'équations aux dimensions, et je vais étudier ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, les lois d'échelle. Voilà, les lois d'échelle. Est-ce qu'il y a possibilité, bon, et pourquoi je ne trouve pas une personne de 10 mètres, comme on a expliqué tout à l'heure? Pourquoi ça n'existe pas une personne de 10 mètres? Et pourquoi les animaux de grande taille ne sont pas homothétiques? Eh bien, je vais donner les explications maintenant. Hein. Voilà, ici, par rapport à un point O, j'effectue une homothétie. Une homothétie. Voilà. J'effectue une homothétie. Alors, ici, justement, comme l'être humain ou l'animal, hein, qu'on va étudier ça, son concept homothétique, il faut savoir que cet être humain est constitué de matière. Mais qui dit matière dit des os, hein, il possède des os.
hein. Il possède des muscles. Et s'il possède des muscles, donc des tissus fibreux. Donc c'est un assemblage de fibres. Un peu, on va dire, comme une corde ou une ficelle, hein. Il y a les extensions des fibres qui se font quand on a une extension d'un muscle, et voilà. Alors, il faut savoir que, et c'est ça l'astuce de la réponse ici des lois d'échelle, c'est que la solidité, la solidité donc surtout comment on appelle ça, des os, elle est proportionnelle au nombre de ces fibres. Voilà. Donc, euh, elle est proportionnelle au nombre de ces fibres et à la section de l'os et du muscle considéré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en d'autres termes, la force qu'un membre donné du corps humain peut exercer ou supporter est proportionnelle à la surface de sa coupe transversale. Voilà. Donc, elle est proportionnelle à sa coupe transversale. Maintenant, on va comparer un homme normal à un géant. Supposons que ici il fasse 1 mètre et lui 10 mètres. Donc, le K vaut 10. Donc, on a, comment on appelle ça, un rapport de proportionnalité. Je considère qu'il est parfaitement homothétique, hein, à tout point de vue, hein, que ce soit de la tête, du ventre, je veux dire, de tout le corps, des jambes, des bras, tout est homothétique, hein. Le rapport, il est x10 partout. Voilà, donc je compare un homme de taille normale, enfin, d'un enfant d'1 mètre, je fais x10, bon, j'ai une, comment est-ce qu'on appelle ça, un être homothétique au premier. Alors, toutes ces dimensions linéaires, enfin, tout d'abord, avec quelle dimension va-t-on jouer? Avec, bien sûr, vous l'aurez compris, le L, la longueur. La longueur de 1 mètre est là 10 mètres x 10. Donc, toutes ces dimensions linéaires, que j'appelle L, qui est la base, comment est-ce qu'on appelle ça, la base dimensionnelle, hein, L, la base dimensionnelle, ici, elle est 10 fois plus grande qu'ici. Donc, la force de ces membres, la force doit être proportionnelle à quoi? À la surface de leur section. Et donc, proportionnelle au carré de leur dimension linéaire. Puisqu'en fait, si c'est proportionnel au carré de leur section, donc c'est proportionnel à L carré. Voilà. Donc la force de ces membres, qui est proportionnelle à la surface de leur section, est donc proportionnelle au carré de leur dimension linéaire. Ça fait L carré. Bon, maintenant, ça c'est pour L. Maintenant, regardons son poids. On va étudier son poids. Bon, rappelez-vous que le poids c'était mLt-2. Hein. mLt-2. Rappelez-vous de ça. Bon. Mais si j'étudie son poids, il est proportionnel à son volume. Hein, et donc au cube de ces dimensions linéaires. Donc, le poids est proportionnel à quoi? À L cube. À L cube. Donc ça, pourquoi j'ai mis L carré? Parce qu'on a dit que la force de ces membres, proportionnelle à la surface de leur section, est proportionnelle au carré de leur dimension linéaire. Mais son poids, lui, il est proportionnel à son volume. Et donc au cube de ses dimensions linéaires, c'est-à-dire L cube. Ainsi, si on regarde le poids du géant, il sera combien de fois? Ben, il sera L au cube, c'est-à-dire, comme j'ai pris un facteur de 10 ici, L au cube, ça fait 1000. 1000 fois plus élevé que celui de la personne de 1 mètre. Alors que sa force ne sera que de L carré, proportionnel de L carré. La force, on a dit que c'était proportionnel à L carré. Donc, c'est proportionnel à L carré, qu'on a pris K égale 10, ben la force c'est 100 fois. Donc ici, on aura une force 100 fois plus intense, et là, un volume, un poids de 1000 fois. Donc une force de 100 fois et un poids de 1000 fois plus intense.
Alors, voilà la réponse à ma question. Dès lors, pour un géant, supporter son propre poids équivaut, pour la petite personne, à porter en plus de notre personne, combien d'hommes normaux? 9 hommes, 9 hommes normaux sur nos épaules. D'où l'effondrement escompté du géant. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une loi d'échelle. Alors, cette loi, justement, d'échelle permet de comprendre pourquoi les gros animaux, comme le rhinocéros, par exemple, je vois, ne sont pas homothétiques, justement. Parce que la loi d'échelle, dans la nature, a justement évité des animaux homothétiques pour justement éviter, je veux dire, ce problème-là. Pour éviter que le poids, l'animal ou la personne ait un poids très important par rapport à, je veux dire, à son équivalent homothétique plus petit. Donc en fait, il s'effondrerait. Donc si je prends le rhinocéros, comme j'ai dit, ou les autres animaux, de gros animaux, pourquoi les animaux comme les rhinocéros ne sont pas homothétiques aux animaux légers comme la gazelle? Vous avez remarqué que la surface de la section de leurs os croît plus vite que le carré de leur longueur. En d'autres termes, les rhinocéros ont les os courts et épais, alors que ceux des gazelles sont longs et fins, d'où l'apparence trapue des uns, comme le rhinocéros, et élancée des autres, comme la gazelle. Voilà. Donc, ici, c'est une explication de loi d'échelle qui permet de dire qu'un personnage homothétique, hein, quand je dis personnage, c'est valable aussi pour un animal, eh bien, on n'a pas un animal complètement homothétique. Pourquoi? Parce qu'on aurait, je veux dire, un animal qui subirait les affres de son poids, puisqu'en fait, hein, ici j'ai pris un rapport de K égale 10, ici il doit supporter son poids de 1000 fois. 1000 fois son poids. Ce qui est énorme. Et donc il s'effondrerait par rapport à une personne homothétique. Parce que on a une loi, le poids varie suivant une loi en volumique, donc en L cube. Et donc c'est le L cube, c'est par rapport au L ici de longueur, c'est L fois L fois L, donc 10 fois 10 fois 10, ce qui fait 1000 dans ce cas-ci. Parce que si j'ai pris un rapport de K égale 10, mais si je prends un K égale 100, c'est pire. Donc, plus le K va augmenter, plus on verra que une personne homothétique, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible dans un environnement terrestre. Parce qu'il devrait supporter un énorme poids. Énorme. Homothétiquement parlant. Et donc, qu'est-ce qui vient réguler ça? Ce sont les lois d'échelle. Les lois d'échelle naturelles, bien sûr. Puisqu'en fait, la constitution d'un animal, aussi grosse soit-elle, elle aura une constitution corporelle en rapport avec, je veux dire, la possibilité de pouvoir se déplacer, possibilité de pouvoir vivre, possibilité de ne pas supporter, je veux dire, son poids, puisqu'en fait tout est réparti d'une certaine manière, et que les os sont fabriqués de certaines façons, de façon à supporter ce poids, de façon à supporter ce poids. Et donc, il n'y a aucun inconvénient pour qu'un animal de grande taille ne soit pas homothétique et puisse vivre sur Terre, sans aucun souci de problème de poids. Donc vous voyez qu'il y a des propriétés qui s'autorégulent elles-mêmes au niveau naturel, hein, et que les systèmes qui sont constitués des êtres vivants, mais ces êtres vivants s'adaptent dans ces systèmes. Et je veux dire,
au travers de lois physiques d'échelle qui viennent, on va dire, remettre tout en place pour qu'il y ait possibilité de euh, à ce qu'un être vivant puisse vivre, hein, se déplacer et ne pas supporter son poids. Euh, voilà. Donc, pourquoi les animaux, j'en ai fait une question subsidiaire en parlant des êtres humains, hein, en parlant des êtres humains, pourquoi les animaux de grande taille ne sont pas homothétiques, mais pour la raison que je viens de voir, parce qu'elles supporteraient un poids très important, elles feraient en sorte que bon, ce serait invivable pour un animal de se déplacer et donc aller chercher sa nourriture dans des points nourriture, ou quand je dis nourriture, de l'eau, des proies, hein, parce que généralement les animaux c'est des prédateurs, ils fonctionnent suivant une échelle de prédation, hein. Enfin, pour celui qui est prédateur, celui qui est au-dessus de l'échelle. Celui qui est au-dessus de l'échelle est le prédateur, et donc on a euh, la personne qui se fait attraper, donc la proie et le prédateur. Donc les animaux fonctionnent sous forme de proie, quoique les êtres humains aussi un petit peu, hein, mais sous forme de capitalisme. Voilà, c'est autre chose. Voilà. On va pas rentrer dans des débats qui n'ont rien à voir avec ça, mais disons que si l'animal est trop important, trop volumineux et non homothétique, enfin homothétique, il risque de ne pas savoir se déplacer, ne pas savoir aller chercher donc certains points d'eau pour consommer, ne pas savoir se déplacer, hein, mourir à cause d'un poids trop important. Hein. S'il est trop important, à un moment, il est atterré au sol et il ne sait plus bouger à un point tel que s'il ne sait plus bouger, il ne saura pas se déplacer pour s'alimenter. Donc, il va, hein, soit il va devenir tout sec, mais si on l'alimente, il va devenir gros, ça dépend. Si on l'aide à s'alimenter, il va devenir très gros. Voilà. Mais maintenant, on aurait pu penser à un gros animal qui ne bouge pas. Mais généralement, les animaux qui sont sur Terre profitent de l'espace qu'ils ont en leur possession, et donc quasiment tous les animaux peuvent se déplacer. Pourquoi? Parce que pour aller à la recherche de nourriture, pour aller à la recherche d'eau, pour aller à la recherche de rencontres, pour aller à la recherche de beaucoup de choses. Donc le déplacement, c'est fort important. Quelqu'un qui est un animal qui ne sait pas se déplacer. Oui, qu'est-ce qui ne se déplace pas? Ce sont les végétaux, mais ils sont pas constitués de la même manière, et c'est pas, ils n'ont pas les mêmes affinités que les animaux, puisqu'en fait, euh, euh, elles ne possèdent pas les mêmes, les végétaux ne possèdent pas les mêmes sens que les animaux. Les animaux possèdent en général des yeux, des oreilles, une bouche, etc. Voilà. Chose que, bon, j'ai jamais vu une fleur avec des yeux, des oreilles et voilà, une bouche. Donc les sens, vous voyez que les sens ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc la tige, elle reste fixe, alors qu'un animal peut se mouvoir. Quand je parle animaux, c'est aussi bien les êtres humains aussi, parce que ce sont des animaux. Mais les insectes aussi, ils bougent. Bon, bien sûr, quand je dis qu'ils bougent, ils peuvent soit marcher, courir, galoper, enfin toutes sortes, tout ce qu'on veut. Mais ils peuvent aussi voler, hein. Si je prends une mouche, elle vole. Si je prends une guêpe, elle vole. Quoiqu'elle peut se poser un petit peu marcher, mais elle vole. Elle marche, elle vole. Bon, et les animaux terriens, aériens, ce sont les oiseaux. Tout ce qui est oiseaux, les familles des oiseaux, des insectes qui peuvent voler, etc., etc. Bon, maintenant, il y a les animaux marins. Hein, et là, bon, certains peuvent aller dans l'eau et marcher, tel que le crocodile. Hein, le rhinocéros peut aller dans l'eau et marcher. Euh, mais il y en a qui vivent exclusivement dans l'eau. Et s'ils sortent de l'eau, ben, ils savent plus, ben, ils peuvent mourir. Et il y en a ils peuvent encore sortir de l'eau et se déplacer par terre. Il y en a qui ne savent pas se déplacer, je veux dire, voilà. Qui ne se déplacent que dans les mers, dans les rivières, ou dans les. Et si on leur sort de leur environnement, ben, ils meurent. Ils meurent. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nature. Et donc la nature a pensé à ces diverses lois d'échelle. Hein. Et voilà pourquoi on n'a pas des animaux purement homothétiques, parce que au niveau physique, il y aurait une incohérence qui ferait que on n'aurait pas des animaux vivables
Voilà. Je parle d'animaux, pas de végétaux. Voilà. On aurait un effondrement escompté, on va dire, si on avait, on va dire, une parfaite homothétie. Voilà, je vous remercie beaucoup.